Bienvenue dans la fin de la télévision. If you wrong us, shall we not revenge? Je m'appelle Paco Mtielman. Je ne suis pas critique de cinéma, je suis exégète. Dans ce nouveau programme pour Blast, réalisé par mon ami et complice Thomas Berthet, je fais l'exégèse des plus belles séries produites par et pour cette étrange machine de mort qu'on a connue sous le nom de télévision. Twin Peaks est l'œuvre d'art la plus importante des 50 dernières années. Ce n'est pas seulement une série télévisée, et ce n'est pas non plus un long film. C'est tout ça à la fois, et c'est autre chose. Twin Peaks est une manière d'être. Twin Peaks nous a enseigné une nouvelle façon de regarder, de penser, de vivre. On ne se cachera pas derrière le masque du critique de cinéma ou de série télé objectif. Une exégèse de Twin Peaks n'est pas une opération purement intellectuelle. Elle ne peut pas l'être. Depuis plus de 30 ans, Twin Peaks est pour ses exégètes la source d'un questionnement constant et même constamment renouvelé, parce qu'elle était également une source de vie. Twin Peaks est comme la carte présentée par Hawke dans le 11e épisode de la 3e saison. Elle est ancienne, mais elle est toujours actuelle. C'est une chose vivante. Depuis plus de 30 ans, Twin Peaks fait partie de nos vies. Twin Peaks est ce qui, dans nos vies de spectateurs, s'est le plus approché d'une œuvre d'art sacrée, d'une prophétie à interpréter. Le philosophe et mystique persan du XIIe siècle, Shihabuddin Yahya Sohravardi, disait « Lis le Coran comme s'il n'avait été écrit que pour ton propre cas. » À sa suite, on pourrait dire « Regarde Twin Peaks comme si elle n'avait été réalisée que pour toi. » Nous sommes le 17 septembre 1963 et la télévision française diffuse l'émission Les Raisins Verts, créée et réalisée par Michel Arnaud et Jean-Christophe Averty. Donc s'il y avait un dieu, ce créateur-là serait fusillé pour ratage. Apparaît le professeur Choron, directeur de publication du journal Harakiri. Auprès d'une télévision, marteau en main, il annonce au public un jeu bête et méchant. Pour faire ce jeu, il vous faut un marteau. Faisant face à la caméra, nous le voyons exploser son téléviseur. Vous visez bien au centre. Ensuite, vous videz votre récepteur. Ensuite, vous prenez un lapin blanc, vous prenez un lapin noir, vous prenez un grillage et vous fermez. Voilà un magnifique clapier. L'image d'une télévision brisée, celle d'un récepteur se contentant d'abriter une portée de lapin. Ces deux images vont voyager dans le temps et réapparaître mystérieusement dans le cinéma de David Lynch. Le geste d'exploser un récepteur va ouvrir son 6e long métrage, le film Twin Peaks Firewalk With Me, en 1992. Between two worlds, fire, walk with me. Quand un téléviseur reviendra en 2006 dans Inland Empire, son 10e et dernier long métrage pour le cinéma, il ne diffusera plus alors qu'un unique programme, un sitcom, où 3 lapins, comme bloqués dans un temps arrêté, disent des dialogues inquiétants et parlent d'un secret qu'on finira par découvrir sur des rires et des applaudissements enregistrés et devant une spectatrice qui semble prisonnière d'une force maléfique. What time is it? Des lapins seront de nouveau présents dans la 3e et dernière saison de Twin Peaks. Twin Peaks V-Return en 2017, sous la forme de statuettes, devant le téléviseur de Sarah Palmer, alors qu'un extrait de match de boxe en noir et blanc se répète, en boucle, et qu'elle tourne dans son salon, alternant cigarettes et verres d'alcool, comme si le temps était encore bloqué, et nous, toujours emprisonnés par une force maléfique. Écrite entre 1989 et 2016 par Mark Frost et David Lynch, mais aussi Harley Peyton, Robert Engels, Jerry Stahl, Barry Pullman, Scott Frost et Tricia Brock,
Réalisé par une quinzaine de réalisateurs différents, mais surtout par David Lynch, Twin Peaks nous a appris à regarder une série ou un film comme on se regarderait dans un miroir. Diffusé à la télévision le 8 avril 1990, le pilote s'ouvre sur l'image d'un miroir. Face à celui-ci, une femme se maquille en chantonnant. Pendant ce temps, son beau-frère part à la pêche et découvre le cadavre d'une jeune fille de 17 ans. Le nom de la jeune fille assassinée est Laura Palmer. Laura Palmer, sa mort et son mystère vont être le point de départ de la série. Comme dira la femme à la bûche, un personnage de voyante qui transmet aux autres personnages de la série des messages que lui communique sa bûche, dans une introduction écrite et réalisée par David Lynch pour la rediffusion du pilote de la série sur une chaîne du câble 3 ans plus tard, le 11 juin 1993. Cette histoire encompasses the whole. Elle comprend le tout. Elle est au-delà du feu, bien que peu de gens comprendront le sens de cette phrase. C'est l'histoire d'une multiplicité de personnages, mais elle commence par l'une qui mène aux autres. Et Laura Palmer, Laura est l'une. Le tout, le feu, la multiplicité, l'un. Nous pouvons commencer. Laura is the one. Twin Peaks commence comme une enquête policière. Qui a tué Laura Palmer ? L'enquête est menée par l'agent du FBI, Dale Cooper, en compagnie du shérif de Twin Peaks, Harry Truman, et de son équipe, Hawk, Andy et Lucy. Dale Cooper emploie des méthodes inhabituelles pour un enquêteur, à base d'intuition et de magie. Kelly Johnson. Sorry, Andy. Sweetie. Dès le 3e soir, il fait un rêve où il voit l'esprit du tueur, Bob, et son ancien complice Mike, désormais son adversaire. Bob et Mike vivaient au-dessus d'une épicerie. Mike a tranché son bras, sur lequel il avait tatoué le signe de son allégeance au mal. Cooper se voit également 25 ans plus tard, dans une pièce rouge, avec une femme qui ressemble à Laura Palmer et qui lui dit le nom du tueur à l'oreille, comme un secret. Il voit aussi un Lilliputien énigmatique qui danse sur une musique de jazz, l'homme de l'autre endroit. Au réveil, Dale Cooper ne se souvient pas du nom du tueur. Il s'en souviendra beaucoup plus tard dans la série. C'est le père de Laura, Leland Palmer, un père incestueux et criminel. Did you kill Laura Palmer? That's a yes. Tout le long des 2 premières saisons, nous reverrons des miroirs, associés à l'image du mal. L'image de Bob, le doppelganger, qui apparaît dans le miroir de Leland Palmer comme son reflet. Leland dira également avoir rencontré Bob quand il était enfant, alors qu'il résidait avec ses grands-parents dans leur maison. Bob a investi l'esprit de Leland et il voulait l'abandonner pour posséder Laura. Laura s'est débattue et Leland l'a tué. Bob, c'est le mal que les hommes font, dira au milieu de la série un personnage lors de l'arrestation de l'assassin par Dale Cooper. Maybe that's all Bob is. The evil that men do. Dans la première partie de Twin Peaks, Bob est la narration secrète de la violence domestique, les secrets de famille, l'inceste, le viol, la pédocriminalité. Rien ne nous dit explicitement que Leland a été lui-même victime d'inceste ou de pédocriminalité lorsqu'il était enfant, mais nous pouvons le déduire de ce qui nous est donné à voir ou à entendre de lui. He opened me, and I invited him, and he came inside me. Le feu traverse l'ensemble de la série. Non seulement le cercle de 12 bougies que Dale Cooper voit dans le rêve où apparaissent Bob et Mike, ou les petites allumettes que Bob lançait à Leland quand il était enfant. Bob qui lui disait « Tu veux jouer avec le feu, petit garçon ?» Il y a aussi toutes les phrases énigmatiques prononcées par la femme à la bûche, dont le mari est mort dans un incendie de forêt. Ferme tes yeux et tu seras plongé dans les flammes. Quand ce type de feu commence, il est très difficile de l'éteindre. Et puis il y a cette phrase « Fire walk with me » qu'on réentendra encore et encore. Le feu marche avec moi. Les 2 premières saisons présentent une relative unité de lieu et de temps. Presque toute l'action se passe dans la ville imaginaire de Twin Peaks, dans l'État de Washington, à la frontière canadienne. Et chaque épisode commence le matin et se termine le soir.
On suit la vie au jour le jour des habitants de Twin Peaks, leurs histoires d'amour ou leurs intrigues financières, comme dans un soap-opéra étrange, tout cela rythmé par l'enquête de Dale Cooper. Il sera aidé dans celle-ci par un autre esprit de très grande taille qu'il appelle le géant et qui lui donne des indices. I will tell you 3 things. If I tell them to you and they come true, then will you believe me? On rencontrera également son supérieur hiérarchique, Gordon Cole, joué par David Lynch lui-même. I'm Agent Cooper's supervisor. Oh, pleasure to meet you. Can I speak with you a moment? Une fois l'énigme de l'assassinat de Laura Palmer élucidée, Dale Cooper est retenu dans la ville de Twin Peaks et une nouvelle aventure commence, avec la disparition et la réapparition du Major Briggs, un membre de l'armée de l'air. Major Briggs? Et l'arrivée dans la ville d'un ancien collègue de Dale Cooper, un ex-agent du FBI qui joue avec lui une partie d'échecs meurtrière, à l'issue de laquelle il enlève la femme dont Cooper vient de tomber amoureux, Annie. Dans cette aventure, où intervient également la femme à la bûche, Cooper est toujours guidé par des signes. Mais les signes ne l'aident plus à résoudre une enquête policière. Ils le transportent jusqu'aux frontières du monde. C'est la Black Lodge. A map to the Black Lodge! Situé dans la forêt de Ghostwood, à Glastonbury Grove, au milieu d'un cercle de 12 sycomores. Pour sauver Annie, qui a été menée par son adversaire, Cooper entre dans la Black Lodge dans le dernier épisode de la 2e saison, diffusé le 10 juin 1991. Dans la Black Lodge, derrière les rideaux rouges, 3 fauteuils composent le décor, comme dans un talk-show. Under the sycamore tree. Il y a celui de l'homme de l'autre endroit, c'est le présentateur. Il y a celui de l'individu qui y entre, Dale Cooper, c'est l'invité principal. Il y a enfin le siège de ses amis, que l'homme de l'autre endroit convoque pour étoffer la soirée, en particulier Laura Palmer, qui dit à Dale Cooper qu'elle le reverra dans 25 ans, ou le géant. Ce sont les invités secondaires, comme dans une émission de variété. Il n'est pas jusqu'à la chanson de Little Jimmy Scott, Sycamore Trees, qui ne puisse être interprétée comme une de ses pauses musicales au sein d'une longue émission télévisée. La Black Lodge est au sein de Twin Peaks, le reflet ou le doppelganger de Twin Peaks elle-même dans le cadre de la télévision. La Black Lodge est à la fois ce que la télévision devrait être, un lieu d'épreuve, et ce qu'elle est, un lieu d'envoûtement, d'empoisonnement psychique, un réceptacle de magie noire, conscient et prémédité. Ce n'est pas Dale Cooper qui sort de la Black Lodge à la fin de l'épisode. C'est son doppelganger, lui-même habité par Bob. On le voit lorsqu'il se regarde dans le miroir et le brise. Qu'est-il arrivé à Cooper? Est-il entré dans la Black Lodge avec un courage imparfait, comme dirait Hawke? S'est-il confronté à sa part d'ombre et a-t-il été incapable de l'affronter? Ou est-ce le spectateur de télévision qui a eu tort de déléguer à un personnage principal le rôle de sauveur, de chevalier blanc, comme nous déléguons sans cesse à des personnages de fiction le rôle qui consiste à régler des problèmes intimes que nous sommes incapables d'affronter dans nos vies? Comme dira la femme à la bûche dans l'introduction du dernier épisode, là où il n'y avait qu'un, il y a maintenant deux, où il y avait-il toujours deux? Qu'est-ce qu'un reflet? La possibilité de voir le deux,
Quand il y a la possibilité d'un reflet, il peut toujours y avoir deux ou plus. Seulement quand nous serons partout, il n'y aura plus qu'un. It is a story of many, but it begins with one. And I knew her. The one leading to the many is Laura Palmer. Laura is the one. L'un qui devient deux, le reflet, le tout et le retour à l'unité, nous n'y sommes pas encore. Lorsque la série s'arrête, en juin 1991, elle n'a plus beaucoup de spectateurs. Ils étaient 35 millions pour découvrir le pilote en avril 1990. Ils ne sont plus que 6 millions pour le dernier épisode. Malgré tout, David Lynch ne veut pas quitter Twin Peaks et il enchaîne avec l'écriture et le tournage d'un film associé à l'univers de Twin Peaks. Mais sans Mark Frost cette fois. Le scénario est écrit avec un autre des co-scénaristes de la série, Robert Engels. Si les relations entre télévision et miroir n'étaient pas suffisamment claires, Twin Peaks Firewalk With Me, le film qui sort en salle un peu moins d'un an plus tard, le 3 juin 1992, s'ouvre sur l'image non d'un miroir, mais d'une télévision brisée. Twin Peaks Firewalk With Me a été réalisé après la série, mais son action se situe avant. Il raconte les 7 derniers jours de Laura Palmer. On y voit les souffrances d'une vie marquée par l'inceste, le viol et la pédocriminalité qui n'avaient été qu'évoquées dans la série. On découvre la personnalité d'une femme qu'on ne connaissait que par son image et l'impression qu'elle avait laissée dans la vie des autres. On découvre la bonté de Laura Palmer, son intelligence et son courage. On découvre son combat pour ne pas reproduire sur les autres les souffrances qu'elle a subies. You part of the deal? No, she isn't. I do love you, Laura. I don't want you to be like me. Mais ce n'est pas tout. Le film commence 1 an et 9 jours plus tôt avec la découverte du corps de Teresa Banks, première victime attribuée à Bob dans la série, ou plus exactement à son hôte, Leland Palmer. You didn't wash your hands before you sat down to dinner, did you? Twin Peaks Firewalk With Me enchaîne avec une séquence où le personnage du supérieur hiérarchique de Dale Cooper, Gordon Cole, c'est-à-dire David Lynch, montre à 2 autres agents du FBI une étrange pantomime, avec une femme en rouge qui émet des signes à une très grande vitesse et que les 2 agents se mettent à interpréter dès la séquence suivante. Good luck, Jet! A blue rose? Good. But I can't tell you about that. En voyant cette première séquence, avec David Lynch et l'étrange pantomime de la femme en rouge, on devine que c'est surtout le spectateur qui doit désormais officier comme un enquêteur mystique à la recherche d'indices. Twin Peaks Firewalk With Me présente l'art poétique qui sera à l'œuvre dans Lost Highway, Mulholland Drive, Inland Empire, des films que le spectateur ne devra cesser de revoir, comme s'il n'avait été réalisé que pour lui, à la recherche des secrets conjugués de son être et du monde. Nous sommes tous des détectives, dit parfois David Lynch en interview. Et La femme à la bûche, dans une des introductions de 1993, il y a des raisons derrière toute chose. Les raisons peuvent expliquer ce qui nous semble absurde. Avons-nous le temps de découvrir les raisons derrière les comportements des êtres humains? Non, mais certains prennent le temps. Est-ce ceux qu'on appelle les détectives? Some take the time. Are they called detectives? Regardez et voyez ce que la vie vous apprend. Twin Peaks a inventé une nouvelle manière de nous penser en tant que spectateurs. Twin Peaks nous a appris à nous penser en tant que détectives, enquêteurs. Are you talking about that little girl that got murdered? I doubt it was a drug problem. Twin Peaks nous a appris à nous penser en tant que spectateurs actifs.
Les films de David Lynch sont riches en symboles. Dès son premier long métrage, Eraserhead, sorti en salle en 1977. Eraserhead et ses images d'hommes défigurés, actionnant une machine envoyant un autre homme sur la Terre. Des images de bébés monstrueux, de femmes dans le radiateur écrasant des fœtus. Décrit de façon littérale, le film Eraserhead est obscur, mais ses symboles sont interprétables. Il raconte une histoire de chute de l'âme dans le temps, une histoire de mauvais démiurges et de création ratée, la malédiction de la vie sur Terre et le désir de vivre hors du temps, réunis avec une émanation féminine de la divinité qui interrompt le cycle des morts et des naissances. Et les films de David Lynch sont riches en ambiguïté et en sous-entendus, en particulier son 4e long métrage, Blue Velvet, sorti en 1986. Un récit d'apprentissage où le jeune Jeffrey Beaumont enquête, à partir d'une oreille retrouvée dans un champ, sur un kidnapping. Et durant lequel il se cache dans le placard d'une chanteuse, Dorothy Valance, et la voit se faire frapper et violer par un criminel dérangé nommé Frank Booth. Mommy loves you. Baby wants to fuck her. Get ready to fuck! You fuckers, fucker! You fucker! Don't you fucking look at me! Au cours du récit, Jeffrey se confronte à sa part d'ombre. « Je ne sais pas si tu es un détective ou un pervers », lui dit sa future petite amie Sandy. It's for me to know and you to find out. Et Frank le regarde et lui dit « Tu es comme moi ». Les hurlements de Frank lorsqu'il viole Dorothy et sa façon de passer de l'identité de papa à bébé peuvent nous faire penser qu'il est lui-même un ancien enfant abusé. Et la scène où il agresse Jeffrey, alternant la violence avec des gestes amoureux, suggère qu'il ait pu ensuite violer le personnage de Jeffrey. Les films de David Lynch montrent beaucoup, mais ils suggèrent encore plus qu'ils ne montrent. Ils tournent autour de tabous, de secrets, ces choses dont on ne peut pas parler. Et c'est ce que dit David Lynch en 1989 dans Don't Look at Me, un documentaire réalisé par Guy Girard pour la série Cinéaste de notre temps. Who knows what the whole truth is? How about you? You know? Yeah, but I'm not talking about it. Some things you can't talk about. Mais Twin Peaks Fire Walk With Me est différent des précédents films de David Lynch. Twin Peaks Fire Walk With Me est le premier long métrage de David Lynch qui saute obscur jusque dans la circulation interne des personnages et des objets, obscur dans leur interaction, dans leur fonctionnement au sein du récit que nous recevons. Et c'est le premier long métrage de David Lynch où le spectateur est obligé d'interpréter, à mesure qu'il regarde, les éléments qui lui sont présentés, et parfois présentés à une vitesse légèrement trop rapide pour qu'il réussisse à s'en souvenir après une première vision. Twin Peaks Fire Walk With Me est également le premier long métrage de David Lynch où le temps semble sortir de ses gonds. Une signature de ses futurs films, Lost Highway, Mulholland Drive, Inland Empire, au point que Buffy, dans un épisode de la série Buffy contre les vampires diffusée en 2002, confrontée à une séquence où les événements se présentent à elle dans le désordre, dira « Le temps est devenu tout David Lynch ». Cela commence dans une des séquences les plus stupéfiantes jamais réalisées par Lynch. I was worried about today because of the dream I told you about. Dans celle-ci, située dans les bureaux du FBI de Philadelphie, un agent disparu depuis 2 ans, Philip Jeffries, réapparaît 1 an avant la mort de Laura Palmer, avant de disparaître à nouveau, et semble reconnaître le doppelganger en rencontrant Dale Cooper, alors que celui-ci n'est même pas encore allé à Twin Peaks, a fortiori dans la Black Lodge. Gordon? I know, Coop. Who do you think this is there? Suffered some bumps in the old noggin, it felt. What the hell did he say there, Albert? That's Special Agent Dale Cooper. For God's sakes, Jeffries, where the hell have you been? Un peu plus tard,
Laura Palmer a une vision de l'amoureuse de Cooper, Annie, qui était allée dans la Black Lodge à la fin de la série, soit plus d'un mois plus tard. Annie dit à Laura que Cooper est enfermé dans la Black Lodge et ne peut pas sortir. Elle lui demande de l'écrire dans son journal. The good Dale is in the lodge and he can't leave. Write it in your diary. David Lynch raconte un de ses propres voyages dans le temps dans son autobiographie Room to Dream en 2019. Le voyage a eu lieu en 1980 quand il essayait de fabriquer le masque d'Elephant Man pour son deuxième long métrage. J'étais en train de marcher à travers la salle à manger et soudain j'ai eu un sentiment de déjà-vu. D'habitude, un sentiment de déjà-vu s'arrête à « Oh, ceci m'est déjà arrivé ». Mais là, alors que j'entrais dans le déjà-vu, le temps est devenu glissant et je suis passé dans le futur. J'ai vu et je me suis dit « Le masque d'Elephant Man va échouer ». On peut voyager dans le futur. Ce n'est pas simple et on ne peut pas y aller quand on veut, mais cela arrive. Le temps est devenu glissant. Le terme utilisé dans le texte original est « slippery ». C'est le même terme que Philip Jeffries utilisera dans l'avant-dernier épisode de la 3e saison, en 2017, avant que Dale Cooper ne se mette lui-même à voyager dans le temps. Mais nous n'y sommes pas encore. À moins que nous n'y soyons déjà. Philip? It's slippery in here. Est-ce le futur ou est-ce le passé? Demande en 1992 l'homme de l'autre endroit à Dale Cooper dans une séquence coupée du film. Séquence qui sera restaurée pour le programme The Missing Pieces, publié en 2015. Is this future? Is this past? Est-ce le futur ou est-ce le passé? Demandera Mike à 3 reprises à Dale Cooper dans la 3e saison, aussi connue sous le nom Twin Peaks The Return en 2017. Et celle-ci se terminera par cette phrase étrange prononcée par l'agent du FBI, perdu maintenant qu'il a commencé à voyager dans le temps. En quelle année sommes-nous? What year is this? Twin Peaks Fire Up With Me est également le premier film de David Lynch où un personnage clé semble changer de nom ou s'en attribuer un que l'on ne connaissait pas, transformant notre compréhension de sa relation aux autres. L'homme de l'autre endroit dit à Dale Cooper « Je suis le bras ». À la fin du film, il se place contre Mike et tous deux parlent d'une seule voix quand il demande à Bob le Garmonbozia, représenté comme de la crème de maïs et sous-titré « Douleur et chagrin ». L'homme de l'autre endroit serait donc le bras de Mike. Dans Twin Peaks Fire Up With Me, beaucoup d'éléments semblent surgir littéralement de nulle part. Ce sont de pures visions, qui ne semblent pas recouper le reste du récit. Une rencontre entre les esprits, située dans une pièce au-dessus d'une épicerie. La présence de bûcherons, l'électricité, une étrange figure de jumping man, de sauteur, une pièce avec un papier peint défraîchi, un poteau électrique avec le chiffre 6, enfin le prénom Judy, prononcé par Philip Jeffries devant les autres agents du FBI et par un singe à la fin du film. Twin Peaks Fire Up With Me est projeté pour la première fois à Cannes en 1992. Le film est produit par CB 2000, la compagnie de Francis Bouygues. Lynch monte les marches du palais, une main dans celle de sa femme, la monteuse Mary Sweeney, l'autre dans celle de l'acteur Michael J. Anderson, qui joue dans le film le rôle du bras. What I'd been watching was perhaps an American nightmare rather than the American dream. Can you comment on that for me? That's a good impression that you got. Le film s'achève sous les huées d'une grande partie de la salle. Twin Peaks Fire Up With Me est un film extraordinaire, mais il ne marchera pas. Il ne sera pas compris. Les critiques en France comme aux États-Unis seront désastreuses et le film n'obtiendra du succès qu'auprès du public japonais. Laura Palmer and Twin Peaks may be dead in the US, but they're alive and well in Japan. Japanese television carried mock Laura Palmer funerals, even though the series itself has only been seen on limited pay-per-view. Un réalisateur connu pour sa cinéphilie et initialement inspiré par David Lynch, Quentin Tarantino, dira dans la presse « Après avoir vu Twin Peaks Fire Up With Me à Cannes, David Lynch a disparu si profondément dans son propre cul que je n'ai aucune envie de voir un autre film de lui jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose de différent. Et vous savez, je l'aimais. » La dernière visite de David Lynch à Twin Peaks dans les années 90 sont les 30 introductions, ajoutées aux épisodes dans le cadre de leur rediffusion sur le câble en 1993. Ce sont ces courts monologues poétiques et mystiques, dits par la femme à la bûche.
Et il donne des indications précieuses sur la façon dont nous devrions lire la série elle-même. Par exemple, il y a des indices partout, tout autour de nous. Mais celui qui a construit le puzzle est malin. Les indices, même s'ils nous entourent, sont parfois pris pour autre chose. Et cette autre chose, la mauvaise interprétation des indices, nous l'appelons notre monde. À moins qu'il ne s'agisse d'indications sur la façon dont nous devrions lire la vie elle-même. How should we interpret the happy song of the meadowlark or the robust flavor of a wild strawberry? Et puis 25 ans après, le 21 mai 2017, Twin Peaks est revenu pour une 3e saison. Alors, tout a changé. La narration, la musique, le rythme, l'hétérogénéité des formes. Une seule chose n'a pas changé, le spectateur, qui est plus que jamais appelé à se tenir aux aguets pour comprendre ce que Twin Peaks essaye de lui communiquer. Dès le prologue de Twin Peaks The Return, celui qu'on appelait précédemment le géant, présente à nouveau à Dale Cooper une suite d'indices. Agent Cooper. Listen to the sounds. Deux oiseaux avec une seule pierre. C'est une expression de langue anglaise, two birds with one stone. En français, on dirait plutôt d'une pierre deux coups. Il lui dit, c'est dans notre maison maintenant. Is this in Alaska? Cela ne peut plus être dit à haute voix maintenant. It all cannot be said aloud now. I understand, lui dit Dale Cooper. Comme l'homme de l'autre endroit a précisé dans Fire Walk With Me qu'il était le bras, le géant se donnera plus tard un nom, The Fireman, en français, le pompier. Il vit dans un lieu mystérieux, dans un monde en noir et blanc. C'est un lieu qu'on atteint dans la forêt de Twin Peaks par un sycomore unique. Et on reverra dans la Black Lodge, non le bras, joué par Michael G. Anderson, mais une évolution du bras, transformée en sycomore parlant, et qui accompagne Mike. Et ce sont loin d'être les seuls lieux ou personnages surnaturels de cette 3e saison, où tout est devenu encore plus étrange, encore plus complexe, encore plus obscur qu'avant. Annoncé par la chaîne Showtime en 2014, filmé entre septembre 2015 et avril 2016, diffusé entre mai et septembre 2017, Twin Peaks The Return ne va cesser de nous perdre. Dans le premier épisode, on voit un personnage surveiller et enregistrer sur des cartes numériques les images d'une boîte en verre dans laquelle on attend que quelque chose se passe. Un peu plus tard, on le voit en compagnie d'une jeune femme avec qui il commence à faire l'amour alors qu'une créature apparaît dans la boîte, la détruit et les tue. La boîte en verre a un peu la place de la télévision dans Twin Peaks Fire Walk With Me. Si le film commençait par un téléviseur détruit, ici, c'est une boîte en verre qui explose. Et si la Black Lodge des 2 premières saisons de Twin Peaks reproduisait le fonctionnement d'un plateau télé, avec hôte, invité principal, invité secondaire, moment musical, la boîte en verre est à l'instar de l'écran d'ordinateur qui servira de support de réception de cette nouvelle saison pour un grand nombre de ses spectateurs, un réceptacle dont on ne sait pas a priori ce qu'il est supposé recevoir et la façon dont on doit le faire fonctionner. C'est un lieu de confusion. La série est pleine de fausses pistes, d'informations manquantes. Elle ne se situe pas dans une unité de lieu, comme les 2 saisons précédentes. Elle nous embarque dans un voyage entre New York, Buckhorn, Las Vegas, Philadelphie, Yankton, Buenos Aires, White Sands, Paris en France ou Odessa dans le Texas.
Mais la confusion sera surtout temporelle. À mesure qu'on avance dans la série, le temps se fait plus glissant, slippery. La deuxième scène à New York est jouée 2 fois, sur 2 épisodes et de 2 points de vue différents, posant un problème d'inscription dans la chronologie du récit. Une matinée à Las Vegas se continue sur 2 épisodes, alors qu'on retourne pour une poignée de scènes dans la nuit précédente. Lucy porte dans un même épisode 2 pulls différents. You're breaking up, Sheriff. Puis elle porte le même sur 3 épisodes successifs, donnant également l'impression que ces séquences apparaissent dans le désordre. And then we realized that we didn't even know what time it was. Une sous-intrigue semble se continuer, d'épisode en épisode, mais elle se déroule sur la même soirée, à moins que celle-ci se passe dans la tête de sa protagoniste. Et puis à cet événement, ce rendez-vous inscrit 25 ans plus tôt par le Major Briggs, avant sa disparition, sur un message à l'attention des membres de l'équipe du shérif de Twin Peaks qui doivent s'y rendre dans 2 jours. Et plusieurs épisodes d'affilée, on nous répète que cela doit se passer dans 2 jours. The Major also gave us a date, a day after tomorrow. If you read these stars, you find that same date. Pourtant, certaines dates nous sont données avec précision. Le 16 juillet 1945, les premiers essais atomiques dans le désert du Nouveau-Mexique. Le 5 août 1956, l'apparition d'une étrange créature dans ce même désert. Les 1er et 2 octobre 2016 à 2h53, les 2 dates données par le Major Briggs dans son message aux membres de l'équipe du shérif. Enfin, le 23 février 1989, la date que Cooper demande à Philip Jeffries de lui trouver dans le temps pour qu'il s'y rende. Le jour de l'assassinat de Laura Palmer. I'll find it for you. Et on ne cesse de nous dire de faire attention au temps. Le temps et encore le temps, dit l'évolution du bras. Certains événements de la saison semblent impossibles à replacer dans la chronologie du récit. Par exemple, les pages du journal de Laura Palmer, retrouvées par Hawk dans la porte des toilettes, et qui ont un rôle si important dans l'enquête de l'équipe du shérif, puisque Laura y relate sa vision d'Annie, qui lui dit « Le bon Dale est dans la loge et il ne peut pas sortir ». Write it in your diary. C'est une séquence qu'on a déjà vue dans Fire Walk With Me. Hawk dit alors que ces pages ont été probablement placées par Leland lors d'un de ses passages au commissariat lors de l'enquête. Elles auraient été trouvées dans le journal de Laura Palmer par Leland et il les aurait arrachées et il les aurait portées sur lui et il les aurait placées à l'intérieur de la porte des toilettes à ce moment-là. C'est pas impossible, mais ça reste bizarre. Mais il y a un problème. Le rêve auquel Laura se réfère, avec Annie qui parle du bon Dale dans la loge qui ne peut pas sortir, se situe dans Fire Walk With Me, chronologiquement après que les pages du journal aient été arrachées. Ces pages ne sont donc pas supposées exister, à moins que le temps y ait été déjà tout David Lynch, comme dirait Buffy. Et dans ces pages manquantes du journal de Laura Palmer, il y a une page manquante, nous dit Hawk. She said something is missing, and it has to do with Agent Cooper. Ensuite, la quête secrète de Twin Peaks The Return, révélée dans l'avant-dernier épisode, aurait été décidée après une rencontre secrète entre Gordon Cole, Dale Cooper et le Major Briggs avant l'entrée de Cooper dans le cercle des 12 sycomores. Mais on ne voit pas quand celle-ci a pu avoir lieu. Gordon Cole vient 2 fois à Twin Peaks avant la fin de la 2e saison et à aucun moment il ne croise la route du Major Briggs. Le fait que toute cette histoire nous arrive éclatée, explosée au niveau de la chronologie et presque impossible à remettre en ordre, n'est pas un effet du hasard. Ce n'est pas seulement le temps de Twin Peaks qui est en morceaux, c'est le temps tout entier. Nous sommes perdus dans le temps. La 3e saison va surtout nous montrer la ville de Twin Peaks dans un état de délabrement total, ayant subi de plein fouet les conséquences de la crise économique de 2007-2008. C'est au point où le psychanalyste de la ville, qui vit désormais dans une caravane, est devenu activiste de gauche et youtubeur. Il appelle ses spectateurs à se sortir de la merde, à ne pas se laisser distraire par des conneries et à sauver les enfants, comme dans la chanson de Marvin Gaye. La transformation du psychanalyste en activiste dit quelque chose de la transformation de la série. Les 2 premières saisons interrogeaient ce qui se passait à l'intérieur de l'homme. La 3e encourage à la lutte pour sauver ceux qui restent de ce monde. Et l'antagoniste principal est l'expression de ce changement. Judy. Shovel your way out of the shit!
Judy sera ainsi définie dans cette sorte de révélation donnée par Gordon Cole dans l'avant-dernier épisode de la série. Une force extrêmement négative, dont le Major Briggs aurait parlé à Cooper et à Gordon Cole. Et c'est Judy que Cooper serait allé chercher en entrant dans le cercle des 12 sycomores. Il aurait dit à Gordon Cole « J'essaye d'attraper 2 oiseaux avec une seule pierre. » 2 birds with 1 stone. 2 birds with 1 stone. D'où ce que répond Cooper au pompier au début de la 3e saison, lorsque ce dernier lui dit « 2 oiseaux avec une seule pierre » à la suite de sa suite d'indices. I understand. Je comprends. Dale Cooper comprend que les indices donnés par le pompier sont là pour l'aider à retrouver Judy. C'est Judy qui est dans notre maison maintenant. C'est Judy dont on ne peut pas parler à haute voix. On a cru que Cooper avait été piégé par la Black Lodge, qu'il avait affronté celle-ci avec un courage imparfait, voire qu'il avait été piégé alors qu'il essayait de sauver Annie. En réalité, il poursuivait une mission secrète. Judy n'est pas seulement ce que cherche Cooper, et jusque dans son voyage dans le temps, le jour de l'assassinat de Laura Palmer, ce qui est confirmé par Philip Jeffries. Ici, tu pourras trouver Judy. Judy est également ce que le doppelganger de Dale Cooper cherche, tout le long de cette 3e saison. Philip, why didn't you want to talk about Judy? C'est ce qu'il dit à Philip Jeffries quand il va le visiter dans l'espace situé au-dessus d'une épicerie. C'est Judy que le doppelganger a associé à une image de visage rond, avec 2 cornes qui retombent. Image qu'on retrouve sur le message du Major Briggs, déposé à l'attention de l'équipe du shérif de Twin Peaks. Image que l'on retrouve encore sous la lune sur la carte que Hawk montre au shérif Frank Truman, le frère du shérif Harry Truman, qui le remplace parce que ce dernier est malade. Une image dont Hawk ne veut pas parler à Frank Truman, et auquel la femme à la bûche fait allusion à Hawk dans son dernier monologue avant de mourir. Je ne peux pas t'en dire plus au téléphone, mais tu sais à quoi je fais allusion. De l'époque de nos conversations, à l'époque où nous pouvions encore parler face à face. Fais attention à celle-là, celle dont je t'ai parlé, celle sous la lune. The one under the moon, on Blue Pine Mountain. Avant que la femme à la bûche meure dans la fiction et dans la réalité, puisque l'actrice qui joue la femme à la bûche, Catherine Coulson, meurt le 28 septembre 2015, soit 4 jours seulement après avoir tourné cette séquence où elle dit « I'm dying. Ma bûche se transforme en or, le vent murmure, je suis en train de mourir. » Good night, Hawk. Good night, Margaret. Judy est sans doute, mais cela n'est jamais totalement clair puisque cela ne peut pas être dit à haute voix, l'entité qui apparaît dans la boîte en verre, construite par le doppelganger à New York. Elle est sans doute cette force extrêmement négative qui est réapparue sur Terre à l'occasion des essais atomiques dans le désert de White Sands en 1945 et qui a alors pondu des œufs dont l'un a produit l'esprit de Bob. Bob est un esprit récent, Judy est une force beaucoup plus ancienne. Judy est également associée à la mère de Laura, Sarah Palmer, qui passe son temps à boire devant la télévision. Devant cette séquence de match de boxe qui s'interrompt et se rejoue en boucle à chaque fois qu'un des 2 boxeurs se relève pour affronter l'autre. Judy est une figure du mal beaucoup plus difficile à concevoir que Bob. Bob était un démon actif et personnel, le mal que les hommes font, et la transmission de ce mal, transformant les victimes en futurs criminels. Judy est un démon passif et impersonnel, le mal que les hommes autorisent et préfèrent oublier, jusqu'au moment où ils en subissent les conséquences. Cela, on le découvre dans le mystérieux épisode 8.
dans une suite de séquences qui s'ouvre sur l'image de la bombe atomique en 1945 et se clôt sur celle d'une jeune fille en 1956. Cette jeune fille qui est peut-être Sarah, la mère de Laura, et qui s'endort chez elle après avoir embrassé un garçon pour la première fois et dans la bouche de laquelle pénètre une bête effrayante. Cette jeune fille, c'est l'Amérique des années 50, qui se paye le luxe d'un rêve d'amour sur le dos de tous les ravages dont elle est alors responsable, mais qui en payera le prix sur ses propres enfants. D'où deux éléments qui semblent énigmatiques, mais qui ne sont pas tant que ça quand on réfléchit à ce à quoi ils renvoient. La phrase que la femme à la bûche dit à Hawk. Quelque chose manque, tu le trouveras en le recherchant dans ton histoire. Et la figure de Naido, une japonaise avec des malformations au visage. Ainsi que le morceau de Christophe Penderecki, joué sur les images de la bombe atomique, traîne à la mémoire des victimes de Hiroshima. Le génocide amérindien, la bombe atomique envoyée sur le Japon, nous y sommes. À propos des essais nucléaires du 16 juillet 1945, le physicien Robert Oppenheimer, généralement considéré comme le père de la bombe atomique, dira dans une interview s'être alors rappelé les paroles de la divinité dans la Bhagavad Gita. He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Une photographie des essais nucléaires apparaissait dans la chambre de Henry Spencer, dans Eraserhead, le premier film de David Lynch. 40 ans plus tard, le retour de cet essai nucléaire comme scène primitive du récit de Twin Peaks, tant en photographie dans le bureau de Gordon Cole que sous la forme d'une séquence de reconstitution où celle-ci entraîne la béance par laquelle peut ressurgir la force extrêmement négative, donne rétroactivement à la filmographie de David Lynch une tonalité prophétique à laquelle fait écho sa certitude de traverser le Kali Yuga, le temps de la fin dans la cosmologie hindoue. David Lynch le dit dans l'entretien donné à Stéphane Delorme et Jean-Philippe Tessé en décembre 2017 pour les Cahiers du cinéma. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Kali Yuga. Dans la religion hindoue, il y a différents âges. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze, l'âge de fer. Nous sommes à l'âge de fer. C'est le plus court des 4 âges. Il dure 43 200 ans et c'est un âge sombre. Tous ceux qui vivent aujourd'hui sont nés à cet âge et sont supposés y être. Mais cela doit donner à chacun l'énergie pour trouver le chemin de l'illumination et sortir de ses problèmes et accomplir son potentiel. La fonction de l'Amérique dans le Kali Yuga est le sujet principal des films de David Lynch. Mais c'est un sujet présenté comme un secret, voire comme un tabou. Car c'est une fonction purement destructrice, comme la bombe atomique elle-même. Que ce soit par l'origine coloniale et génocidaire de l'Amérique, par sa politique internationale criminelle et la fonction symbolique ambivalente de son art, le cinéma hollywoodien. Mais Hollywood n'est pas le sujet de Twin Peaks. C'est le sujet de Mulholland Drive et peut-être plus encore celui d'Inland Empire. Le sujet de Twin Peaks, c'est l'amnésie. Et c'est surtout l'anamnèse, la sortie de l'amnésie. Le sujet gnostique par excellence. Lors d'une des scènes les plus étranges d'une saison qui en contient pourtant beaucoup, Gordon Cole et d'autres policiers se rendent dans une zone où la victime d'un nouveau crime a rencontré le Major Briggs avant de se faire assassiner par le doppelganger. William, is this where you saw Major Briggs? La zone est située dans la Sycamore Street de Buckhorn. Dans celle-ci, Gordon Cole manque de se faire aspirer par un vortex donnant sur une autre dimension et dans laquelle il voit les bûcherons et le papier peint au motif de fleurs du lieu situé au-dessus d'une épicerie.
Mais surtout, les protagonistes ressortent de cette expérience par moitié amnésiques et doivent redoubler d'énergie pour en reconstituer les événements. Un peu plus tard, Gordon Cole se souvient de l'apparition de Philip Jeffries dans Fire Walk With Me, une apparition qu'il avait oubliée. On est amené à comprendre que nos personnages ne se rappellent pas facilement ce qui leur est arrivé. I'm not going to talk about Judy. In fact, we're not going to talk about Judy at all. We're going to keep her out of it. Gordon. Dans le premier épisode, d'ailleurs, même la voisine de la nouvelle victime a oublié son adresse. It was a funny thing. I couldn't remember my address when I called you on the phone. Et elle a oublié qu'elle avait les clés pour entrer chez la victime. Dans Twin Peaks The Return, tout le monde a oublié quelque chose. En particulier Dale Cooper, qui a oublié qui il était une fois revenu sur Terre après 25 années passées dans la Black Lodge. Cooper, qui est alors perdu à Las Vegas, dans une autre identité, avec une femme, un enfant et un travail dans une boîte d'assurance. Where have you been? Ce récit d'un homme qui a perdu sa propre identité rappelle un récit sans roi célèbre, peut-être le plus célèbre conte gnostique qui ait été transmis dans le monde spirituel et qu'on retrouve convoqué jusque chez Shihabodin Yahya Sohrawardi, le chant de la perle. Dans le chant de la perle, un jeune prince quitte l'Orient, sa patrie, missionné vers l'Occident pour conquérir une perle enfouie dans la gueule d'un dragon de mer. Le prince se dépouille de son manteau resplendissant, sa toge de pourpre, et arrive comme un étranger en exil. Il essaye de passer inaperçu, mais il est reconnu. On lui fait alors absorber des nourritures qui obscurcissent en lui la mémoire de son origine. Et il erre ensuite, ayant oublié son origine et sa mission. Puis vient un jour un aigle qui lui porte un message signé de ses parents. « Réveille-toi et lève-toi de ton sommeil, entends les paroles de notre lettre, souviens-toi que tu es fils de roi, vois désormais ton esclavage, rappelle-toi ton manteau resplendissant et ta toge de pourpre. » Le prince se souvient alors de son origine comme de la perle pour laquelle il avait été envoyé. Alors, il peut retourner chercher la perle cachée dans la gueule du dragon. Sohrawardi écrira carrément au XIIe siècle un remake du Chant de la Perle, le récit de l'exil occidental. Récit au sujet duquel il précise « C'est de moi qu'il s'agit dans cette histoire. Je suis passé par une catastrophe. » Le Chant de la Perle, c'est le récit de l'humanité, empoisonnée par la boisson de ténèbres du démiurge et enfermée dans sa prison de fer noir. Finalement, mes yeux se rouvrirent complètement, écrit également Sohrawardi. Le monde se montra à moi tel qu'il était. Je me voyais dans les liens que l'on avait serrés autour de moi. Je me voyais prisonnier de mes geôliers. On peut également considérer l'épisode de la lettre de l'aigle comme une prophétie de la découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi en 1945, soit la promesse qu'un jour, un signe serait envoyé qui nous trouverait dans nos errances et notre désombrement, et nous serait directement adressé pour nous aider à reconquérir notre identité. Et ce signe a bien eu lieu, de façon à la fois évidente et mystérieuse. En 1975, le Chant de la Perle apparaîtra même à Philip K. Dick comme le récit secret de sa propre existence. Il l'écrira à Claudia Bush. Je suis tombé sur ce récit hier ou avant-hier et j'ai tout de suite su que j'avais trouvé la clé grâce à laquelle presque tout allait se mettre en place. Toutes mes réflexions, toutes mes lectures, toutes mes expériences. Le récit de Dale Cooper à Las Vegas dans Twin Peaks The Return est une sorte de remake inconscient du Chant de la Perle. You're not even dressed. Is something wrong? What's going on? Oh, for God's sake, what is with you? Cooper vit une vie d'agent d'assurance avec un autre nom, Doogie, et dans un nouvel ensemble urbain, le Rancho Rosa, où les noms des rues et des quartiers renvoient à la quête du Graal, sauf celle dans laquelle il est apparu au sortir de la Black Lodge et qui porte le nom de Sycamore. La lettre de l'aigle, qui rappelle Cooper à sa véritable identité, c'est un extrait du film Sunset Boulevard de Billy Wilder, où est prononcé le nom de Gordon Cole. Get Gordon Cole. Tell him to forget about our car. Tell him he can get another old car someplace. Le nom du personnage joué par David Lynch. Sunset Boulevard est un des films préférés de David Lynch. Il a peut-être officié dans sa vie d'artiste comme une lettre de l'aigle, lui indiquant le sens de sa destinée de cinéaste. What the hell? Et en 2017, Twin Peaks The Return a officié comme notre lettre de l'aigle.
la lettre que David Lynch nous a envoyée pour que nous prenions conscience de notre rôle dans ce monde. Parce que le sujet de Twin Peaks, c'est ce que nous acceptons de subir et que nous ne devrions pas accepter. Et cela ne peut pas être dit à haute voix, mais nous devons le comprendre. C'était le cas dans les 2 premières saisons, sous la forme de l'inceste, du viol, de la pédocriminalité. C'est le cas de la 3e, sous la forme du désastre économique, écologique et politique. Et par cette référence, devenue désormais insupportablement anxiogène à l'Amérique, le pays de la liberté, dit le camionneur agresseur à Sarah avant qu'elle ne le tue. Please, I'll say whatever I want. It's free country. Un pays où j'ai le droit d'exprimer mon opinion, dit un flic con et méchant qui se moque du fils suicidé du shérif. Comparable à cet hymne américain que Cooper entend lointainement, devenu fantomatique lorsqu'il croise un drapeau du regard, c'est ce qui reste de ce pays génocidaire et criminel, mais qui a déjà perdu son pouvoir hégémonique dans la fiction mondiale. Et ce que nous dit et nous répète Twin Peaks: The Return, ne serait-ce qu'à travers les vidéos YouTube de l'ancien psychanalyste, c'est que nous devons cesser d'accepter les horreurs que l'Amérique et plus généralement l'Occident prétend nous offrir sous prétexte que celles-ci nous sont favorables. Nous devons changer notre manière de vivre. Dans les 2 derniers épisodes, diffusés le 3 septembre 2017, Dale Cooper, une fois retrouvé son identité, retourne dans le passé et empêche Laura Palmer d'être assassinée. On revoit le début du premier épisode, la femme qui se maquille et son beau-frère qui part à la pêche. Mais celui-ci ne trouve plus le cadavre de Laura Palmer. Celle-ci est désormais dans un autre monde, dominé par Judy, un monde presque semblable au nôtre. Dale Cooper la retrouve grâce au signe donné par le pompier au tout début de la saison. 340, Richard et Linda. Mais c'est au tour de Laura Palmer de ne pas se souvenir de son identité. C'est au tour de Laura d'être amnésique. Laura. You got the wrong house, mister. Laura is the one, avait redit la femme à la bûche dans un de ses messages à Hawk dans cette 3e saison. Mais cette fois-ci dans le sens Laura est l'unique. Laura est cette une. Et dans le fameux épisode central, c'est le pompier, une certaine Señorita Dido, qui produisent l'âme ou l'orbe doré de Laura en réponse à la vision de Judy, qui est dans notre maison maintenant. Mais c'est comme une réponse secrète. Ce qui fait que cette 3e saison puisse être vue de plusieurs façons. D'une façon incroyablement sombre et pessimiste, et d'une façon qui l'est beaucoup moins. L'interprétation sombre et pessimiste est devenue majoritaire dans le cadre de la réception des œuvres de David Lynch en général et de Twin Peaks en particulier, quand on ne dit pas qu'il n'y a rien à comprendre. Twin Peaks: The Return serait le rêve de Cooper, ou alors Cooper serait retourné dans le passé dans le but de sauver Laura et aurait échoué. Ce sont 2 interprétations possibles. À la femme à la bûche de nous dire s'il s'agit de mauvaises interprétations des indices. Ce que nous nous contenterons de dire, c'est que ces interprétations sombres ou pessimistes n'épuisent pas le champ des interprétations possibles. Dans une scène centrale de The Return, c'est Gordon Cole, devenu désormais presque indiscernable de David Lynch lui-même, qui se souvient d'un rêve. Un rêve où il est à Paris, face à Monica Bellucci, qui lui dit « Nous sommes comme le rêveur qui rêve et se met à vivre à l'intérieur de son rêve. » We're like the dreamer. Dreams, then lives inside the dream. Mais si nous vivons dans un rêve, qui est le rêveur? Dreamer who dreams and then lives inside the dream. C'est la seule citation directe de la métaphysique indienne dans une œuvre de David Lynch, et elle apparaît dans cette 3e saison. Cette phrase, Lynch l'avait précédemment utilisée pour présenter Inland Empire, lors de la première du film. Il l'a tirée du livre Eternal Stories from the Upanishad de Thomas Egenes et Kummuda Reddy. Nous sommes comme l'araignée, nous tissons la toile de notre vie et nous nous déplaçons à l'intérieur. Nous sommes comme le rêveur qui rêve et se met à vivre à l'intérieur de son rêve. Nous créons notre monde et ensuite nous entrons dans ce monde. Nous vivons dans le monde que nous avons créé.
Il ne s'agit pas ici d'un rêve au sens des rêves que nous faisons dans notre sommeil, ni même au sens du rêve écran de la psychanalyse, même s'il est souvent question de tabou ou de traumatisme dans le cinéma de Lynch. Il s'agit d'un rêve au sens de la nature conditionnée et limitée de l'existence humaine, au sens où nos actions et nos perceptions construisent notre vie. On pourrait également le dire ainsi, les rêves que nous faisons, comme le monde dans lequel nous vivons, sont les résultats d'une interprétation des indices. Nous vivons toujours dans une interprétation des indices. Et si nous devenons des enquêteurs à notre tour, nous devons apprendre à bien interpréter les indices, car comme le dit la femme à la bûche, les mauvais indices deviendront à leur tour notre monde. De la même façon que Monica Bellucci demande qui est le rêveur, nous pouvons demander qui est le constructeur du puzzle. Le rêveur de Twin Peaks est peut-être Cooper, peut-être Gordon Cole, peut-être Laura, peut-être le spectateur, peut-être même Monica Bellucci. Mais il est plus sûrement Judy, puisque ce monde est désormais le sien. Et Cooper doit retrouver Laura, car elle seule peut interrompre le rêve de Judy dans lequel nous avons commencé à vivre. Mais cela, Cooper doit le faire sans savoir s'il aura ou non réussi. Il doit le faire exactement comme Krishna le demande à Arjuna dans la Bhagavad Gita. Il doit exécuter l'action sans regard pour son fruit. Texte sacré indien apparu entre le 5e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, la Bhagavad Gita raconte l'histoire du prince Arjuna, pris au milieu d'une guerre entre deux familles cousines, les Pandavas et les Kauravas. Arjuna doit affronter des membres de sa famille. Il est en proie au doute, à la tristesse. Déguisé sous les aspects de son cocher, Krishna apparaît et le convainc de passer à l'action. Il lui explique l'importance de la discipline et la focalisation sur une activité qui lui permette le détachement. Toutes les souffrances sont liées à l'agitation de l'esprit, née du doute et du désir, des incertitudes et des hésitations. Plus que tout, Krishna lui apprend le secret de la délivrance. Ce secret, c'est l'action sans regard pour son fruit. Il t'appartient d'agir sans jamais un regard pour les fruits de l'action. Ne fais jamais du fruit de l'action ton mobile. Ceux pour qui les fruits de l'action sont leur mobile méritent la pitié. Demeure égal dans le succès comme dans l'insuccès. Arjuna, c'est cette égalité même qui est détachement intérieur. Il est nécessaire d'agir. La non-action entraîne la confusion et l'irrésolution est une source d'infortune. Et notre action transformera nécessairement le monde, que nous soyons en mesure de le constater ou non. Mais il est indispensable de ne pas se focaliser sur les répercussions apparentes de nos actions dans le cours des événements. Il faut agir sans regard pour les fruits de l'action. David Lynch le sait si bien qu'il le répète en fait sans cesse, encore et encore, sans nécessairement préciser qu'il s'agit de l'instruction donnée par Krishna dans la Bhagavad Gita. Il le dit dans ses interviews, par exemple en Géorgie, en novembre 2017, quand la journaliste le questionne sur l'impact de Twin Peaks. Voilà ce que répond Lynch. The strange thing is, you know, they say man has control of action alone, never the fruits of the action. So when you do a thing and release it in the world, you're not in control anymore. It has its own life. So it's got its own life. It's going to go the way it goes. What was so surprising is Twin Peaks traveled around the world and people in all different kind of cultures appreciated it for some reason. It was amazing. It's really fantastic. Ou dans son autobiographie, au sujet de l'échec critique et commercial de Twin Peaks Far Away With Me, qu'il distingue de celui de son 3e long métrage, Dune. Il y a une phrase dans les écrits sacrés indiens qui dit « L'homme a le contrôle sur son action, mais jamais sur le fruit de son action. Mais tu meurs 2 fois si tu t'es compromis et n'as pas fait ce que tu étais censé faire. » Et ça, c'était Dune. Far Away With Me n'a pas marché, mais je ne suis mort qu'une fois parce que je me sentais bien à son sujet. C'est ça le secret de Twin Peaks. Dale Cooper doit apprendre à agir sans regard pour son fruit. Son but, pour affronter Judy, est de retrouver Laura. Mais une fois qu'il l'aura retrouvée, et qu'elle se sera retrouvée, il perdra tout moyen de savoir ou de comprendre ce qu'il a fait. Et c'est peut-être cela que Laura Palmer a murmuré à l'oreille de Dale Cooper dans la Black Lodge dans la 3e saison. Cette phrase murmurée qu'on revoit dans le générique de fin du dernier épisode, comme si la chose la plus importante de cette série n'avait pas été dite à haute voix. Tu ne sauras jamais si tu as réussi ou non. Tu ne verras jamais le fruit de ton action. C'est la chose la plus violente qu'on puisse dire à quelqu'un. Et c'est la seule chose valable qu'on puisse dire à quelqu'un. Car c'est la seule et unique manière de se délivrer de l'ego, de l'ombre, des passions mauvaises et destructrices. Exécuter l'action sans regard pour son fruit. Et si c'était ça, le secret de Twin Peaks?
Reprenons toute cette histoire une dernière fois. Après la destruction de Bob et le renvoi du doppelganger dans la Black Lodge où il brûlera dans les flammes, Dale Cooper retrouve Philip Jeffries et demande à celui-ci de le faire voyager dans le temps, le 23 février 1989, jour de l'assassinat de Laura Palmer. « Ici, tu trouveras Judy », lui dit Jeffries. Une fois que Dale Cooper a empêché l'assassinat de Laura Palmer, celle-ci est kidnappée par une force mystérieuse. Cooper suit alors un chemin pour la retrouver. Pour cela, il se fie aux indices fournis par le pompier dans la première séquence du premier épisode. 340, Richard et Linda. Il trouve le dîner chez Judy. Il dit à Laura Palmer, qui croit qu'elle est une autre, qu'il doit la ramener à Twin Peaks chez sa mère. C'est très important. Mais une fois à Twin Peaks, la maison de sa mère n'est plus sa maison. Et toute cette histoire semble sur le point de disparaître. Dale Cooper ne saisit plus les signes, il croit avoir échoué et le spectateur avec lui. Jusqu'au dernier moment. Ce moment, c'est celui où Laura a son anamnèse. C'est le moment où elle entend la voix de sa mère qui prononce son nom. C'est le moment où elle se souvient et hurle. Et elle éteint l'électricité qui alimentait la maison. Si cette fin a paru si sombre à certains spectateurs, c'est que devenus Dale Cooper aveugles aux signes qui leur sont donnés, ils n'ont peut-être pas compris que cet instant présente précisément la seule réelle victoire substantielle obtenue par leur héros dans toute la série. Et c'est même la seule dont, en tant que spectateur, ils devraient se réjouir. Mais c'est un cri terrible, parce qu'il annonce la guerre. Et cette guerre ne se situe pas à Twin Peaks. Elle se situe dans notre monde. C'est dans notre maison maintenant. Et maintenant que David Lynch est mort et que Donald Trump a repris les rênes de la Maison-Blanche, cette guerre va être plus violente que jamais. Les flammes sur Hollywood sont les signes visibles de cette apocalypse. Maintenant, le feu marche sur nous. Who's willing to try? Yeah, to save our world. Yeah, save our sweet world. Save a world that is destined